Je vais commencer par nous présenter Bernard Colos, de la direction de l'économie à la FFB, qui a participé avec moi, Sylvain Tessier, vice-président de l'Intec, à l'animation d'un groupe de travail mandaté par le Conseil supérieur de la construction sur les coûts, l'évolution des coûts. Donc on va vous présenter aujourd'hui le rapport qui a par ailleurs été présenté à la ministre Emmanuelle Cos le 12 mai dernier. Donc le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a été créé en juillet 2015. Il a un site d'ailleurs hébergé sur logement.gouv.fr, vous pouvez retrouver des informations. L'objectif de ce conseil, il est consulté, il réunit toutes les organisations autour du BTP et il est consulté sur tous les textes législatifs et réglementaires. Pour l'Intec, c'est Pascal Asselin et Céline Pinta qui représentent l'Intec au sein du comité et du bureau de ce conseil. Et en septembre 2015, donc juste après cette nomination, le conseil a souhaité mener des travaux autour de 3 thèmes: la normalisation, les formations obligatoires et l'évolution des coûts. Voilà, et comme je vous disais, l'Intec et la FFB ont été mandatés pour animer ce dernier volet. La présentation va porter effectivement sur la restitution de ce rapport en 3 volets. Et à l'intérieur de ce volet, on a inclus les résultats de l'enquête que l'Intec a menée auprès de chacun de vous et des membres à partir de novembre 2015. Voilà, et ces résultats ont été portés, ont été une contribution de l'Intec pour le Conseil supérieur. Mais c'est également une contribution en interne pour nous, économistes. Donc là, vous avez en primeur les résultats de cette enquête Intec. Et vous aurez dans les jours prochains, par mail, vous recevrez le rapport complet de l'étude Intec sur les coûts de construction. Voilà. Je vais passer la parole à Bernard pour nous présenter un peu un panorama de l'évolution des coûts, notamment avec nos amis européens. Merci beaucoup. Oui, parce que, en fait, pourquoi ce rapport ? Parce que c'est un sujet sur lequel on entend énormément de choses. Par exemple, que les coûts de construction sont plus élevés en France que dans d'autres pays, que nous aurions une incapacité à produire, etc. etc. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on fantasme beaucoup, sur lequel on a également un débat qui est assez violent entre le monde professionnel, l'Intec, les organismes de maîtrise d'ouvrage, mais également les constructeurs, sur le poids et le rôle de la réglementation dans la dérive des coûts. Donc une des grandes questions à l'origine du Conseil supérieur de la construction, c'est la capacité des uns et des autres à essayer d'estimer en quoi telle ou telle réglementation va avoir un effet sur les prix. Donc il y a tout un travail de pédagogie et d'accumulation de connaissances que le Conseil est en train de développer et dont le rapport fait partie. Donc, une des premières questions que je posais, c'est dans les coûts en Europe. Donc, est-ce qu'on peut regarder ? Si on regarde globalement, alors, pour comparer, la meilleure source, c'est Eurostat. Donc, c'est les statistiques Banque Centrale Européenne, service de l'Union Européenne, les statistiques qui comparent entre différents pays le coût de fabrication d'un même ouvrage. Donc on prend, par exemple, un bâtiment, 1000 mètres carrés, etc. Et on essaye de regarder dans les différents pays combien il coûte à fabriquer. Donc vous voyez que l'Union européenne à 28, base 100, eh bien la France tient le 8e rang. Donc nous fabriquons des bâtiments avec 22 ou 23% au-dessus de la moyenne européenne. Et quand on compare, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, l'Allemagne, eh bien, vous voyez que l'Allemagne est à 128,5. Donc, on voit bien que si on regarde les différents pays, eh bien, on voit que l'anomalie, si je puis dire, si on veut chercher une anomalie, c'est plutôt du côté de la Belgique qu'il faut le chercher, la Belgique étant un rang très inférieur. Si on regarde maintenant, là, c'est donc tout type de bâtiment, si on a les statistiques qui sont dans le rapport, mais qui montrent que dans le logement, la France est 17% au-dessus de la moyenne européenne et que dans le non résidentiel, on est plutôt autour de 25% au-dessus de la moyenne européenne et on retrouve à peu près le même classement entre France et Allemagne. Donc c'est intéressant de voir qu'on a globalement,
numéro 1, une place qui nous fait autour du 8e rang dans l'Union européenne. Donc si on passe maintenant au deuxième graphique, là, c'est d'essayer de voir comment se déforment les prix. Donc en gros, on prend sur la période 2007-2014, le prix moyen en Union européenne est supposé rester égal à 100. Donc on s'intéresse qu'au delta. Donc en fait, vous voyez que par exemple, si je prends la situation du Royaume-Uni, eh bien entre 2007 et 2014, le Royaume-Uni comme l'Espagne, à mon avis pour des raisons qui n'ont rien à voir, mais les deux pays ont connu une déflation par rapport à la moyenne européenne. Les prix ont cru nettement moins vite dans ces pays-là que dans la moyenne européenne. Si on regarde du côté de la France, eh bien on voit que la France connaît une situation assez proche, là encore, de l'Allemagne. Et vous voyez encore une fois, la Belgique est un cas à part. La France connaît une situation qui est de progression plus rapide que la moyenne européenne. Et c'est cette question-là qui taraude tous les esprits. Pourquoi, comme l'Allemagne, nous connaissons une situation plus rapide que la moyenne? Donc les questions ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir des coûts de travaux plus élevés, ça peut venir des marges, ça peut venir de la réglementation. Donc la question que nous avons essayé de traiter avec les gens autour dans le groupe de travail, c'est d'essayer de regarder ça. Donc si on essaye de regarder le troisième graphique, eh bien, si on regarde les choses dans la perspective, le premier facteur qui explique les prix entre pays et les écarts de prix entre pays, eh bien, c'est le PIB par tête d'habitant. En gros, pour ceux qui ont fait un peu d'économétrie, R2 égale 0,8484, ça veut dire qu'en globalement, eh bien, le PIB par habitant explique 86% de la variable. En gros, et vous voyez qu'à peu près tous les pays européens sont autour de cet axe rouge, et que donc, si on essaye de comprendre comment se forment les prix dans les différents pays européens, eh bien, il faut regarder, en gros, à parité de pouvoir d'achat, le PIB par tête d'habitant. Donc c'est la richesse du pays qui explique. Et puis, bien évidemment, il reste une question. Vous voyez que le Royaume-Uni est sur la barre et nous n'y sommes pas. Eh bien, on voit bien que donc, si on a une variable explicative fondamentale, à savoir le niveau de développement du pays, eh bien, on n'explique pas tous les prix. D'où le graphique suivant, d'essayer de regarder, est-ce que c'est la marge? Parce que globalement, je rappelle une étude de l'OCDE assez célèbre qui avait écrit à peu près la chose suivante. Pourquoi la France va mal? Eh bien, c'est parce que Renault est en crise et que Vinci se porte bien. Donc, en gros, les marges éhontées du secteur de la construction, des promoteurs, expliqueraient le manque de compétitivité de l'économie française. Quand vous regardez sur la période 2007-2014, là encore une fois, sources européennes, comptes nationaux des différents pays, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la France se situe plutôt, encore une fois, avec l'Allemagne. Pourquoi je parle de l'Allemagne? Parce qu'aujourd'hui, il est bon de se comparer aux Allemands. Paragon de vertu, donc allons-y, comparons-nous aux Allemands. Vous voyez que la France, c'est le trait bleu. Eh bien, la situation de la France, c'est quoi? C'est une assez grande stabilité du taux de marge. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de marge? C'est l'excédent brut d'exploitation sur la valeur ajoutée. L'excédent brut d'exploitation étant la valeur ajoutée moins les impôts de production, moins les charges sociales et moins les salaires. C'est ce qui reste une fois qu'on a payé l'État et qu'on a payé ses salariés. Enfin, en gros, pour faire simple. Mais vous voyez que c'est pas du côté des marges qu'on trouve une explication à la question de la dérive des prix dans notre pays par rapport aux autres pays. Donc si on continue, un autre facteur qu'on entend souvent, le prix des matériaux. La France connaîtrait une situation qui serait, par rapport à d'autres pays, avec des prix de matériaux plus élevés, etc. Alors je ne sais pas s'il y a un représentant de l'IMCC dans la salle, mais je peux vous dire, quand on leur dit ça, tout de suite, les réactions, n'est-ce pas, l'ami, sont assez fortes. Bon, si on regarde encore une fois, donc là on a comparé coût de production, coût de matériaux et salaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, les salaires ont évolué jusqu'à peu près en 2014 comme les coûts de production. Les matériaux aussi. Par contre, sur la période récente, et on verra si cette tendance va se prolonger, on voit qu'on a un décrochage après
2012, la fin 2012, du prix des matériaux. Donc, semble-t-il, si j'en crois encore une fois les statistiques Eurostat, c'est pas du côté des matériaux qu'on va le trouver. Donc, nous, une des explications que nous avançons, eh bien, si vous regardez, et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais le rapport le fait, si on regarde sur la période, en gros, 2005-2015, eh bien, on a connu une accumulation pratiquement sans précédent d'exigences réglementaires supplémentaires. Donc il ne s'agit pas encore une fois d'être ni du côté de la transition énergétique des climato-sceptiques, ni d'être des gens qui refusent le progrès, mais on n'a peut-être pas assez tenu compte de la supportabilité financière des acteurs et qu'il faut peut-être regarder, et c'est le travail que nous allons engager dans le cadre du Conseil supérieur de la construction, d'essayer de chiffrer comment on peut évaluer avec le plus d'efficacité possible la question de la dérive des prix associés aux dérives réglementaires. Donc j'en passe au deuxième point, mais peut-être qu'on peut passer aux questions sur le premier point, peut-être. C'est d'accord ? Je pense que c'est ce qu'on avait prévu. Donc... Oui, si vous avez des questions sur cette thématique, cette première présentation. Sur le graphique qu'on voit là à droite là, et à gauche, il y a une flèche verte là, qui monte dans ces années 2008. Et curieusement, quasiment en même temps, il y a la flèche rouge des coûts de salaire. Donc les coûts de production augmentent et les salaires baissent. C'est ça ce que ça veut dire ? Oui. Alors les coûts des matériaux ont beaucoup progressé parce c'est là le choc pétrolier. Les prix de pétrole entre 2005 et 2007, on se prend un coup sur les matières premières. C'est le début du choc sur c'est la grande arrivée, etc. Donc les matériaux, on voit qu'ils ont pris un élément, mais qu'en plus, on est en train de faire. Et pour beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu le rapport de Chalmin, le grand spécialiste des matières premières, il annonce un cycle baissier long des matériaux, des matières premières. Il dit, on a connu un choc sur les matières premières il y a 10 ans, et 10 ans plus tard, eh bien, les capacités de production ont été augmentées, la croissance ralentit, donc on est rentré dans un cycle long de baisse des matériaux. Et on va peut-être l'exposer de celui qui viendra dans 10 ans, il verra peut-être un décrochage long du prix des matériaux dû au fait que les matières premières ont beaucoup baissé du fait de capacité de surproduction, ce qu'on commence à voir depuis un an ou deux sur les matières premières. Et lui, alors, je ne suis pas un spécialiste du marché des matières premières, donc je me trompe déjà dans ce que je fais, où je suis censé être spécialiste, donc là je ne dirai rien. Mais globalement, lui il dit qu'on est parti pour une période de 7 à 8 ans de dépression, de prix bas sur l'ensemble des matières premières. Donc, nécessairement, des matériaux qui seront à la baisse. Avez-vous d'autres questions ? Non ? Donc on enchaîne. Après cet état des lieux qui a été fait au sein d'un groupe, je ne l'ai pas précisé, mais le groupe autour des coûts a regroupé évidemment les représentants des matériaux, vous l'avez compris, la CAPEB qui était associée à la FFB, les promoteurs immobiliers, l'Union sociale de l'habitat, les architectes, les ministères et puis et le CSTB. Voilà, donc tous ces gens-là ont déjà élaboré cet état des lieux partagé et on a essayé ensuite d'établir une grille de lecture, encore une fois à destination du Conseil supérieur. On peut passer au slide. L'objectif de cette grille de lecture, c'était de décomposer comment se composait le coût final d'un ouvrage, c'est-à-dire un logement individuel, un programme de logement collectif, un collège et un immeuble de bureau. Comment il se décomposait dans sa structure de coûts travaux, mais également de coûts de maîtrise d'œuvre et de coûts de maîtrise d'ouvrage. L'objectif était de donner cette grille de lecture en pourcentage, en rapport entre tous ces éléments, qui permettent ensuite d'identifier, lorsque demain une réglementation arrive, de bien essayer de mesurer son poids sur le coût final. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un impact sur la maîtrise d'ouvrage ? Je sais pas, une nouvelle imposition réglementaire de contrôle qui pourra avoir un impact sur la maîtrise d'ouvrage et donc sur le coût final de l'ouvrage. Ou plus classiquement une imposition sur
sur le coût des travaux. Voilà. Donc on a essayé d'élaborer ces grilles, on y est arrivé. Je tiens à souligner que c'est vraiment un travail partagé avec tous les acteurs que j'ai cités. Voilà, et je trouve que c'est déjà une des premières réussites du groupe, c'est d'avoir essayé de mettre noir sur blanc, carte sur table, comment on décomposait un coût d'ouvrage. Voilà. Donc on peut passer aux premiers éléments. On l'a schématisé dans cette présentation sous forme de graphique, mais ça existe aussi sous forme d'un tableau avec un peu plus de détails. Schématiquement, une maison individuelle d'un constructeur de maison individuelle, donc en diffus, telles que les données ont pu nous être fournies, les coûts de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les coûts de fabrication, de commercialisation, les coûts administratifs pour ce constructeur, c'est environ 19%. Ces coûts excluent les marges, c'est-à-dire qu'on parle bien de coûts et non pas de prix de vente. C'était intéressant de remettre ce distinguo dans la tête de nos élus également, c'est-à-dire le coût et les prix sont forcément différents. Donc on travaille que les coûts. Donc 19%, c'est les frais du constructeur pour fabriquer son ouvrage. 7% des coûts de maîtrise d'œuvre. Et encore, on sait bien que certains constructeurs de maisons individuelles optimisent encore plus ces coûts-là. Et donc 64%, ce sont les coûts de construction. Voilà. On va passer sur des éléments un peu plus représentatifs, c'est-à-dire logement collectif. Alors FPI, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc c'est des logements collectifs pour des promoteurs privés. Voilà. On a fait ce choix de parler de cette typologie-là. Donc là aussi, les coûts de maîtrise d'ouvrage, des coûts administratifs, des coûts de commercialisation qui sont plus forts pour un promoteur sont de l'ordre de 22%. Des coûts de maîtrise d'œuvre sont de l'ordre de 8%. Et des coûts de construction, donc 70%. Donc ne serait-ce que cette information, lorsqu'on va parler de l'évolution des coûts et des prix de l'ouvrage, ces coûts-là ne sont représentés, on va dire, qu'à 70% par des coûts de construction. Voilà. Il y a bien d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Autre précision, évidemment, on n'a pas inclus les coûts du foncier, qui varient d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, donc on est bien sur hors coût de foncier. Le travail sur un collège public, on voit un distinguo notamment sur la part maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que le collège public, les frais, on n'y inclut pas les frais de personnel du maître d'ouvrage. En tout cas, on a cette vision-là. Donc, pour montrer un peu le distinguo que peut représenter le coût de fabrication de cet ouvrage. Et enfin, on a fait le travail aussi sur les bureaux. Donc là, on retrouve un schéma, slide suivant. Merci. Sur les bureaux, on retrouve un peu le schéma du promoteur privé qui a des frais de commercialisation plus importants, qui sont de l'ordre au global de 25%, avec des coûts de construction de 67%. Voilà. C'est présenté encore une fois ici de façon très schématique. On a fourni au Conseil supérieur des tableaux plus détaillés qui auraient été lisibles ce soir, mais voilà, pour que demain on puisse savoir combien représente la part de l'assurance, la part du contrôle technique, la part des études géotechniques. Enfin, on est allé assez loin dans le détail pour donner de la matière aux analyses du Conseil supérieur. L'ambition de ce travail-là, c'est effectivement de fournir une grille de lecture d'analyse des futures réglementations. Je ne sais pas si Bernard, tu veux dire deux mots de cet outil. Oui, moi je voudrais simplement dire que c'est effectivement la sécheresse de la présentation sous forme de 4 slides ne rend pas compte. La difficulté de l'opération, c'était quoi? C'est se mettre d'accord sur ce qu'on compte. Déjà, parler le même langage. Pourquoi? Parce que si vous prenez les déclarations sur tel truc, certains vont dire on y met telle chose, d'autres pas. Et deuxièmement, deuxième difficulté, que le total fasse 100. C'est-à-dire qu'en gros, si on dit le coût de fabrication est de 2300 €, il faut y faire rentrer tout ça, quoi qu'on en dise. Donc à partir de là, chacun disant mais non, l'autre coûte plus cher ou l'autre coûte moins cher, ça dépend en fonction des intérêts réciproques, c'est très difficile. Et l'intérêt de cet outil, c'est que demain, lorsque nous essaierons avec vous, avec l'ensemble des acteurs de la profession, y compris l'entreprise de bâtiment, on essaiera d'évaluer, on partira d'un langage commun et d'une base commune. Donc il est très important qu'on soit en capacité de faire vivre cet outil, de l'améliorer,
de le confronter. Donc la diffusion que vous allez en faire est, à mon avis, un élément très important parce qu'il faut engager un débat. Et je ne suis pas du tout certain que dans les premiers débats que nous allons avoir avec l'administration, il y a un accord sur la répartition que nous avons fait, des coûts des uns et des autres, etc. Donc c'est un vrai travail qui est appelé à vivre et qui va, je crois, servir de référence pour les débats à venir. Par exemple, lorsqu'on va devoir chiffrer le passage au BEPOS, qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que coûte le BEPOS, ligne à ligne, sur l'élément. Et si on dit c'est 10% en plus, où on les met. Et si on dit c'est 5%, on les met où? Et si on dit que... je crois que c'est... faut être... J'essaie d'être... Et si on dit que ça coûte 10% sur les coûts de construction, quel impact ça a sur le coût global de l'ouvrage? Voilà. Plus d'études, plus de... Voilà. C'est ça l'ambition. C'est d'aller chiffrer tous les postes. Avez-vous des questions, monsieur Asselin? Il y a un truc quand même qui me surprend drôlement, c'est la répartition. Les coûts de maîtrise d'ouvrage, je suppose que ça tient en compte les coûts de commercialisation. Donc c'est fou, quand même, un quart, c'est quand même énorme. Et ce qui m'atterre aussi, c'est les coûts de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que c'est vachement faible au regard de la réglementation qui évolue sans arrêt, tous les coûts induits, quoi. Donc voilà, quoi, c'est assez surprenant, quoi. Ça veut dire que ça représente rien en coût global. On ne peut pas dire que ce soit les coûts de maîtrise d'œuvre qui ont fait évoluer les prix des ouvrages. Ouais. Et ça corrobore après, tu expliqueras l'étude propre à l'Intec, les coûts de construction, eux, ils n'ont pas évolué non plus. En fait, sur les graphiques, là, quand on voit 8% de maîtrise d'œuvre, c'est sur la totalité. Donc il faudrait prendre 8 sur 67. Et ça fait beaucoup plus de maîtrise d'œuvre. On est bien d'accord. C'est volontaire de parler comme ça aussi. Si on est à l'an zéro, là, ou à la première ébauche, et au document de référence qui va servir à des comparaisons futures, comment on intègre la notion de temps de projet dans le coût global de l'opération? Je m'explique un peu autrement. Plus on va voir des projets complexes, plus on va voir d'études, plus on va voir de temps d'études, plus on va avoir pour le maître d'ouvrage des frais financiers qui vont se dégager, et éventuellement une complexité plus importante dans les procédures de concours ou de consultation ou à tous les stades. Si je comprends bien, cette notion, elle n'est pas prise en compte. Or, intuitivement, je ne pense pas être le seul à penser qu'il y a un coût énorme représenté dans le coût construction, qui est un coût de temps, et un coût de temps perdu, pour dire les choses autrement, un coût de temps de prise de décision, un coût de temps d'action, ou un coût de déblocage de fonds ou d'obtention de prêts pour un maître d'ouvrage qui va lancer des études et à un moment donné essayer de déclencher le financement de son opération. Il n'est pas rare que l'on voit des opérations suspendues, depuis quelques années en particulier, de voir des opérations au stade DCE suspendues pendant 2 ans avant de pouvoir, faute de financement, démarrer. Et je pense que ça a un coût énorme et que si un jour on ne rentre pas dans la notion du calcul, alors peut-être pas celle-là, mais du calcul qui sera extrapolé de ces éléments de base-là, on perdra une grande partie de la vérité du coût de la construction. Non, mais je te remercie. Effectivement, je pense que c'est un élément dont on doit tenir compte demain dans l'extrapolation que l'on fera, et peut-être apporter effectivement des éléments autour de cette notion de temps, de chiffrer, comme tu dis, la perte de temps qu'on peut avoir sur certains projets. Au-delà du blocage de projet, j'entends aussi sur la manière de les manager et de les faire avancer, quoi. Pour l'instant, ça c'est assez peu chiffré, c'est-à-dire que dans les coûts de maître d'ouvrage, alors quand on est en promotion privée, on connaît leur façon de procéder, donc on est simplement sur des projets qui se déroulent bien, dans le timing prévu, sans aléas, au niveau calendaire. Voilà. On n'est que dans ce contexte-là pour l'instant. 2 questions. Une première, les taxes et impôts liés aux opérations de construction sont-elles incluses dans cette répartition au titre des frais de maître d'ouvrage? La TVA est dedans. Et la seconde, avez-vous évalué l'interférence entre les données, puisque certains des coûts de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage sont
si ce n'est proportionnels, du moins liés avec ceux des coûts de construction? Ou avez-vous considéré que c'était absolument indépendant? Pour bâtir ces grilles, effectivement, on a tenu compte d'une opération classique où les coûts sont liés. Après, dans l'outil tel qu'il est là, encore une fois, chaque poste est identifié et peut être ramené et interféré avec notamment le coût des travaux. Voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, la présentation est très simpliste et qu'on a un détail qui va permettre de ne pas oublier le raisonnement de l'analyse qui en a été faite. Moi, je crois que ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que, en fait, on n'a pas la prétention de traduire la réalité. On a défini des prestations types. Par exemple, la maison individuelle, c'est une maison individuelle, chauffage gaz, 90 mètres carrés. Hein, je veux dire, on a estimé une prestation type, ce qui permet de comparer dans le temps des ouvrages qui sont standards, hein, ou identifiés. Par exemple, béton, présence ou pas de parking souterrain, etc. Mais ça n'est pas un indicateur statistique de la complexité de telle ou telle opération. Il s'agit bien de définir simplement une prestation type et de suivre cette prestation type dans le temps de façon à voir où s'exercent les dérives. Je vous confirme que si vous souhaitez un outil d'estimation des ouvrages, vous avez un excellent outil qui s'appelle Anticipe et Estima, dont Bernard peut vous parler, parce qu'il le connaît maintenant, mais voilà, qui est à votre disposition dans ce hall. On avance sur la partie enquête Intec. Donc elle est bien identifiée comme ça. En novembre, on a lancé une enquête à laquelle vous avez bien voulu répondre. On a récolté 104 projets et on vous présente là une petite cartographie des projets, c'est-à-dire 86% des logements sont avec ascenseur, en structure béton pour 79%, chauffé au gaz pour 68%, avec des toitures terrasses pour 50%. J'aime bien le faire comme ça, on voit bien le bâtiment type se dessiner à travers ces résultats. Et donc on a fait la même analyse simplement en scolaire et en bureau. Voilà, ça c'est la cartographie, on peut passer à la suite. On a fait une analyse statistique avec ce qu'on appelle un diagramme à moustache. Je vous propose de retenir 2 éléments, c'est-à-dire qu'on essaye de parler non pas en moyenne mais en médiane. La médiane, c'est le prix qui se trouve au milieu exactement des valeurs, c'est-à-dire que 50% des valeurs sont inférieures à cette valeur médiane, 50% au-dessus. Voilà. On peut regarder ce qui est les premiers quartiles et les troisièmes quartiles, Q1 et Q3. Ce qui veut dire que quand on va du quartile Q1 au quartile Q3, on a 50% des valeurs qui sont entre ces 2 données. Voilà. Et après, on a regardé les cartes types pour voir la dispersion des valeurs et voir si l'analyse qu'on pouvait en faire était statistiquement fiable. L'étude Intec sur les coûts a fait le choix d'une part d'unité de référence des coûts travaux hors taxes, divisé, lorsqu'on parle de ratio, en surface de plancher. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir comparer, en tout cas avoir la même méthodologie d'analyse entre logement, scolaire, bureau. Vous savez qu'on avait tendance à faire des logements divisés en mètres carrés habitables, les bureaux en surface utile, le scolaire en ce qu'on veut. On a décidé de mettre tout le même mètre carré et de prendre en considération cette surface de plancher. Il y a un slide qui va nous rappeler ce qu'est la surface de plancher. C'est un élément aussi important Bernard parlait de méthode. Je pense que c'est important de dire, voilà, parlons tous le même mètre carré lorsqu'on divise des coûts de travaux. Au moins, c'est déjà un premier élément d'analyse. Le contexte des coûts, c'est plutôt sur des résultats de consultation. Donc, au début des travaux, là aussi, il y a eu un débat dans le groupe de travail sur le fait que, effectivement, au cours des travaux, on a des aléas, des plus-values, des modifications. Nous, dans cette enquête, on tient compte du démarrage, le résultat de la consultation. On a aussi des données en phase APD, mais à chaque fois, pour chaque projet, on a eu, effectivement, à l'issue du marché des travaux. Et la date de valeur a été ramenée au 1er juillet 2015, sachant que les projets analysés sont datent de 2014-2015. Un petit rappel, j'ai oublié de citer qui est l'auteur de cette phrase, mais Pascal Asselin avait fait un édito qui rappelait que globalement le ratio ne sert pas à calculer un coût de construction, on en a tous conscience. C'est un élément d'analyse, ça donne la position du projet sur une échelle de valeur.
Mais l'objectif d'un ratio n'est pas de dire bon, demain tous les projets devront coûtent ce prix-là. Et on est nous habitués à la dispersion des prix. Vous verrez qu'on est servi dans les résultats d'enquête. En tout cas, vous verrez que certains ratios sont quand même évocateurs sur le niveau de prix actuel des coûts de construction. Petit rappel de la surface de plancher. C'est la surface de plancher au nu intérieur des façades, voilà, auquel on déduit les vides, les trémies, tout ce qui est en dessous d'1,80 m. Voilà. Cette définition, on est bien à chaque fois là-dessus. Donc première analyse sur des logements. Premier résultat sur des logements. Alors le slide réunit beaucoup d'informations. À gauche, un tableau qui regarde dans une colonne le ratio global de l'immeuble de logement en euros hors taxe par mètre carré de surface de plancher, avec une médiane à 1099,18 €, et un même ratio, mais lorsqu'on enlève tous les ouvrages d'adaptation au sol, où là on a une médiane à 1014 €. À droite, le fameux diagramme à moustache, et en dessous du diagramme, une explication de ce qu'on appelle adaptation au sol. C'est-à-dire qu'on a souhaité ressortir et donner là aussi une grille d'analyse des projets en ressortant tout ce qui était, ce qui pouvait être des travaux préalables liés au terrain, démolition, dépollution, terrassements généraux, des fondations profondes, et également tout ce qui était postérieur, les aménagements extérieurs. Voilà. Donc l'adaptation au sol, c'est tout ce qui... on exclut cela pour n'avoir à caractériser ensuite qu'un bâtiment, on va dire la maquette 3D du bâtiment, qui peut s'implanter dans n'importe quel secteur. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, ce bâtiment, on peut le comparer à un autre parce que n'interfère plus l'adaptation au sol. Ce qui ressort pour les immeubles de logement, encore une fois, en mètres carrés de surface de plancher, c'est que, hors adaptation au sol, le ratio est ramené à 1014 € en médiane. L'adaptation au sol représente entre 7 et 9% du montant global. Ce qui n'est pas rien, ce qui était relativement significatif quand même dans le coût global. Ces 1014 €, on peut passer au slide suivant. On les a répartis en ce qu'on appelle un macro-lot pour se rapprocher un peu de l'esprit de la méthode Intec. Là, on revient en moyenne à 1113 €, mais il y a 56% qui sont de ces coûts de travaux qui sont du clos couvert, 16,52% qui sont du corps d'état secondaire, et les équipements énergétiques, 18,66%. Voilà. Donc on a cette analyse aussi en macro-lot qui permet de voir le poids respectif de ces macro-lots dans la composition de l'ouvrage. Ça, c'est pour l'immeuble de logement. Je vais continuer sur le scolaire. Passer un peu plus vite, vous avez compris le fonctionnement. Là, sur scolaire, on enlève et l'adaptation au sol, et on enlève aussi tout ce qui peut être équipement scolaire et locaux provisoires, pour ressortir un ratio qui est aux alentours une médiane qui est aux alentours de 1800 € hors taxe mètre carré de surface de plancher. L'adaptation au sol et les équipements scolaires représentent entre 13 et 15% du montant global. Donc là aussi, c'est significatif lorsqu'on vient parler d'un bâtiment scolaire. On peut passer effectivement au camembert, où on revoit la déclinaison en macro-lot, avec là on descend à 50% sur le clos couvert, 15-73% sur le corps d'état secondaire et 22% sur l'équipement énergétique. Je dois préciser quand même que dans le scolaire, on a tout type de bâtiments. On a de la petite école, du groupe scolaire, du collège, du lycée. Voilà. Bon, pour l'instant, on a mélangé, on va dire, toutes ces typologies. L'ambition, évidemment, si on récolte plus de projets, de pouvoir encore plus sectoriser. Nous n'avons pas de limite dans la volonté de vous fournir des éléments détaillés. Encore faut-il récupérer suffisamment de projets. On passe sur le bureau. Pareil, le bureau, si on enlève l'adaptation au sol, on revient à un ratio médian de l'ordre de 1226 € du mètre carré de surface de plancher. Et les travaux d'adaptation au sol représentent entre 7 et 13% du montant global. Voilà. Donc des bureaux à 1200 € du mètre carré de surface de plancher, hors adaptation au sol, mais compris stationnement.
Et là aussi, le clos couvert représente un peu moins de 50%, corps d'état secondaire 17% et équipement énergétique 23%. Voilà, ça c'est la première partie de l'analyse qui a d'ailleurs été versée au Conseil supérieur. On peut passer à la suite. On a essayé ensuite de faire une analyse, mais qui reste pour l'instant interne à l'INTEC, c'est-à-dire essayant de voir ce que j'appelle par une série de questions. On va voir un exemple. Est-ce qu'il y a un impact lorsqu'on fait du logement entre un maître d'ouvrage public et un maître d'ouvrage privé ? Donc on voit en médiane que selon les données, le maître d'ouvrage privé construit à 1 135 € du mètre carré de surface de plancher et le maître d'ouvrage public un peu moins à 1 042 €. Voilà. Un écart de l'ordre de 8%. On peut passer à un autre exemple. Toujours sur des logements, est-ce qu'il y a un impact en fonction des systèmes constructifs ? On a analysé notamment béton et maçonnerie, l'immeuble en béton coûtant potentiellement plus cher. Attention, mais vous le savez, effectivement ça s'explique par le coût des matériaux, souvent par le système d'isolation mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on aura peut-être plus de facilité à mettre l'isolation à l'intérieur du bâtiment en maçonnerie, alors qu'en béton on le mettra peut-être plus à l'extérieur. Et puis aussi, avec des typologies d'immeubles qui ne sont peut-être pas les mêmes, et des structures d'entreprise qui ne sont effectivement pas les mêmes. Celles qui travaillent en maçonnerie n'ont peut-être pas les mêmes frais que celles qui travaillent en béton avec des banches et des grues et d'autres éléments. Voilà. On peut passer à un autre exemple. Sur le mode de dévolution de travaux, sur des logements, si on les réalise en allotissement, en état séparé ou en entreprise générale. On a un écart là de l'ordre de 20%. On apporte une conclusion quand même. Cet écart nous semble quand même un peu surévalué par rapport à ce qu'on peut remarquer. Mais on fait le jeu de la transparence, en tout cas d'afficher ces résultats. C'est des résultats, encore une fois, plutôt internes. Il sera très intéressant de compléter. Voilà. Et en tout cas, voilà, d'accroître les données pour essayer de voir si c'est une tendance qui peut se confirmer. En fonction du type de toiture, alors selon cette étude, on aurait un immeuble en toiture terrasse qui serait moins cher de 20% par rapport à un immeuble avec toiture en versant. Là aussi, on ne peut pas considérer que ce sont exactement les mêmes immeubles qui sont dessous ces toitures. Lorsqu'on est dans un contexte de toiture à versant, on est sans doute déjà dans une exigence urbaine différente, peut-être pas dans le même nombre de niveaux dans ce bâtiment, et ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai mis une petite alerte en jaune, on passe dans le bâtiment scolaire. Est-ce que là aussi, faire des bâtiments scolaires en allotissement ou en entreprise générale, ça a un impact ? Là, on monterait l'impact de l'ordre de 32%. L'entreprise générale coûterait 32% de plus. Je vous rassure, ça semble effectivement surévalué. Voilà, je pense que on a encore une fois dans le scolaire des bâtiments de typologie très différents, de l'école maternelle au groupe scolaire, au collège, au lycée. C'est réuni sous une appellation scolaire, mais on sait bien que ça ne se chiffre pas et ça ne s'estime pas de la même manière. Donc voilà, si demain on a les moyens de venir sectoriser l'analyse, on le fera avec grand plaisir. Et on aura peut-être des visions un peu différentes. Autre analyse souhaitée, l'analyse régionale par typologie de bâtiment. On a un exemple, c'était de voir, par exemple, un bâtiment scolaire. Est-ce qu'il y a une différence entre le construire en Île-de-France et le construire en province ? On aurait, là, selon cette analyse, un écart de 18%. De coûts de construction par rapport à l'Île-de-France. On a eu là aussi, on va dire, suffisamment de projets pour qu'une analyse statistique puisse se faire, mais peut-être pas assez pour affiner encore ce chiffre, cet écart et ces données. Mais on a recueilli des infos. La moindre des choses, c'était de vous les restituer. Vous verrez dans le rapport, et je vais arriver à la conclusion. Pour nous, cette première enquête aussi vaste auprès des membres est quand même un succès. Un succès dans la contribution, ce que ça a permis d'analyser et de ressortir comme information. Même si la parenthèse est importante,
vous verrez dans le rapport qu'il y a beaucoup d'analyses que l'on aurait souhaité faire, que l'on n'a pas pu faire en l'absence de données, en tout cas en l'absence d'un panel statistique suffisant. On le dit clairement, j'espère que vous serez aussi frustrés que nous. Je le souhaite, et que ça puisse permettre demain de collecter plus de projets, de permettre plus d'analyses et de vous fournir ensuite, parce que c'est bien là l'objectif, de vous fournir ensuite des données qui vous sont utiles chaque jour dans votre exercice. Voilà. Donc les analyses sont à la disposition de tous les membres. C'est une décision qui a eu lieu en CA de mettre à disposition et d'envoyer à tous les membres, y compris ceux qui n'ont peut-être pas pris le temps d'y répondre, le rapport d'analyse. Voilà. Pour cette première version, tout le monde sera informé des résultats. C'est la décision du conseil d'administration. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation qui effectivement était volontairement synthétique. Donc si vous avez des questions, on est à votre disposition. Est-ce que Bernard, tu voulais rajouter des choses ou tu as peut-être des questions? Non, ce qui est intéressant, c'est de faire vivre ça, si vous pouvez. Moi, j'ai pas de questions. Simplement, je voulais dire un grand merci à Bernard et puis à Sylvain qui ont œuvré de maître sur cette étude. Et je voulais dire quand même que tout ça, c'est quand même grâce au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, dans lequel l'INTEC siège, et qui nous permet de nous exprimer de façon collégiale. Et ça, il faut le souligner, parce que ça, c'est rare. Et j'espère qu'on aura comme ça d'autres expériences sur d'autres thèmes avec tous les acteurs du monde de la construction, parce que c'est utile, c'est pédagogique, et surtout, ça permet d'avoir, je dirais, aussi des fois une contre-expertise par des études qui arrivent de je ne sais où, je ne sais comment, et en fin de compte, entre le ressenti et la réalité, des fois, il y a une grande différence. Voilà. En tout cas, merci, messieurs. J'en profite dans les remerciements pour, je ne l'ai pas cité, mais on a été aidé pour l'analyse de cette enquête par Estelle, suppléante du bureau, et en permanent Aurélie Aiello, qui a fait un gros travail d'analyse statistique avec nous. Mais on a le temps pour des questions. Si j'ai bien compris, l'objectif de ça, c'est de le faire évoluer et de comparer dans l'avenir les incidences de coûts générés par des réformes à venir, et en particulier en commençant par le BPOS, si j'ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que tous les projets qui ont été analysés là partent du même point de départ en termes d'exigentiel, en termes de performance thermique demandée, dans une catégorie donnée? Oui, ils sont tous RT 2012. Vous verrez dans l'analyse, on a essayé de faire une analyse entre le BBio, le niveau BBio, c'est-à-dire le travail thermique sur l'enveloppe, et le coût de construction. Il n'y a pas de relation directe à chaque fois, ce qui veut dire que, heureusement, on a besoin d'un peu d'ingénierie économique quand même, c'est pas aussi simple. Pour revenir sur l'enquête, l'ambition évidemment, c'est de reproduire cette enquête pour la fin de l'année, de cette année, enfin, elle a commencé d'ici la fin de l'année, pour réanalyser des projets, revoir les évolutions et vous refournir des éléments. Et petite précision sur la future réglementation énergétique. Des travaux sont en cours au ministère. Pour une fois, à ma connaissance, le ministère a jugé bon de faire travailler des bureaux d'études thermiques pour étudier les différents niveaux de la future réglementation, de faire travailler des bureaux d'études environnementaux pour regarder l'impact sur les bilans carbone, et de faire travailler des économistes de l'INTEC, donc faire travailler l'INTEC sur l'estimation de ces différentes variantes. Donc j'espère, Bernard, qu'on aura une production intéressante pour que tous les acteurs puissent se positionner en disant tel niveau coûte X% plus cher. Voilà, et c'est les économistes de l'INTEC qui œuvrent dans ce cadre. Dans le même genre de questions, sur les bases de données, je suis un peu surpris, mais ça nous a toujours surpris, les écarts entre les coûts Île-de-France et les coûts province, avec ou sans guillemets. Est-ce qu'on peut déjà sortir d'où vient, indépendamment du problème
construction en site urbain, parce que l'Île-de-France, c'est pas seulement construire en site urbain. Hein. Je pense que quand on fait un collège, on le fait pas forcément au milieu de la ville de Paris. On le fait aussi dans des champs de patates dans les environs. Et on se retrouve dans les mêmes contraintes techniques qu'en province. Alors qu'est-ce qui peut justifier 24% d'écart ou 25% d'écart entre le coût de construction d'un collège dans l'Aude et un collège en Île-de-France? Je ne suis pas d'Île-de-France, donc j'ai bien des idées, mais c'est plutôt les confrères d'Île-de-France, s'ils ont des idées, qui peuvent s'exprimer. Nous invitons à une dégustation des grands vins de Bourgogne. Restez. Non, en Normandie, on a fait une étude avec la cellule économique. La cellule économique, ça regroupe c'est des cellules qui sont notamment pilotées par la FFB, auxquelles tous les acteurs du BTP peuvent participer. On avait fait une étude pour essayer de savoir pourquoi en Normandie le coût des logements sociaux était plus cher, parce que ça apparaissait dans les statistiques. Voilà. Et on ne comprenait pas pourquoi ils étaient plus chers qu'en Bretagne. Au final de cette étude, une fois qu'on a décomposé la façon de fabriquer les projets, de la façon de la maîtrise d'œuvre et ainsi de suite, on est arrivé à un constat que les coûts des matériaux eux-mêmes n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que les prix des matériaux n'étaient pas vendus au même prix en Bretagne et en Normandie. Donc ça avait un impact potentiel sur le coût de l'ouvrage final. Voilà. Et après, l'étude s'est arrêtée là. Si je peux me permettre, c'est un débat intéressant parce que bien souvent, on s'arrête, faute de connaissances, à se battre sur l'écart. Non, c'est pas 18, c'est 12, etc. Donc on voit bien que lorsqu'on commence à se mettre d'accord sur la méthode et qu'on commence à avoir à peu près le truc, on en arrive au stade supplémentaire qui est de dire pourquoi il y a un tel écart. Et c'est ça qu'on veut arriver avec l'administration. Parce que, en gros, aujourd'hui, si on discute sur la RT 2012, par exemple, on est bien souvent dans des débats en train de nous dire c'est non, certains disent ça a coûté 15, d'autres disent ça coûte 5. Donc on cherche même pas à savoir pourquoi c'est 5 ou 15, on se bat uniquement sur le montant de l'écart. Et on voit bien que faire ça, c'est passer à côté de l'essentiel, à savoir essayer de comprendre pourquoi il y a des écarts. Parce que si statistiquement il y a des faiblesses dans l'échantillon, en améliorant l'échantillon, on peut lever, mais il restera toujours la question de savoir pourquoi, en entreprise générale ou tel truc, ou comme vous le disiez, pourquoi en Ile-de-France ça coûte plus cher ou pas. Par exemple, moi je peux vous donner des explications. Les coûts d'occupation de la voirie en Ile-de-France, ça n'a rien à voir avec ce que ça peut coûter dans des villes de province. Et je veux dire, quand on commence à dire... Alors, quand on dit ça, on dit c'est pas grand-chose. Quand on voit que certaines villes viennent de multiplier par 10 les coûts de voirie, ça commence à peser considérablement. Donc on voit bien que mettons-nous d'accord sur l'écart et après on pourra se mettre d'accord sur pourquoi il y a cet écart. Et bien souvent, malheureusement, comme je le dis, je me permets de le répéter, pendant des années, on s'est battu simplement pour savoir est-ce qu'il y a un écart ou pas. Oui, je voudrais juste faire une observation par rapport au tableau là, que Sylvain, tu nous as montré. Il y a une chose qui me surprend, moi, c'est quand même qu'on arrive, par exemple, dans les groupes scolaires, à un écart de 1 à 3 pour les ratios entre le minimum et le maximum. Moi, l'observation que je fais, et il me semble que la présence d'un économiste pour chiffrer un projet, quel qu'il soit, paraît indispensable, puisqu'on a des écarts qui sont énormes. Bon, qui sont certainement justifiés parce que les projets sont complètement différents. Et je pense que dans le scolaire, il faudrait certainement affiner en ne mélangeant pas un lycée avec un petit groupe scolaire de 2 classes ou 3 classes. Mais je pense que les ratios, justement, ça justifie l'écart important. Et moi, me semble-t-il, ça justifie bien la présence d'un économiste, quel que soit le projet, pour le chiffrer le plus en amont possible. Je dois t'avouer que c'était une des réactions dans le groupe de travail du CSTB qui s'apercevait effectivement de ces écarts et qui tombait un peu des nues. Voilà, parce qu'ils manient, eux, que des grands ratios un peu hors sol. Voilà, donc, voilà. Et je pense qu'un économiste qualifié, c'est mieux, Jean-Marie, c'est ça ?
Oui, question. Apparemment, on avait dans les logements, vous étiez un peu plus cher en privé qu'en public. J'ai pas fait de statistiques à mon bureau, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est l'inverse. C'est-à-dire que les coûts de construction dans les marchés publics, notamment dans les logements, sont plus élevés que dans le marché privé. Et notamment parce que les procédures d'achat dans le public n'amènent pas à acheter au meilleur prix. Il est bien connu que les entreprises trouvent en tout cas dans les marchés publics des prix plus élevés que dans les marchés privés. Par contre, évidemment, les procédures sont plus compliquées, mais les acheteurs publics achètent très mal. Donc je suis un peu surpris. Et puis après, il y a l'effet conjoncturel aussi, parce qu'on a vu ces derniers temps dans les appels d'offres, nous on fait des estimations, et on s'aperçoit qu'on a des gaps très importants entre le prix le plus bas et le prix le plus haut dans un même lot, et que parfois on a même du mal à expliquer, on nous demande des explications par rapport à ça. Et malheureusement, c'est la conjoncture. Et on voit bien que sur des prix de 2015 ou 2014, on avait des écarts qui étaient énormes. Donc ça, le problème, c'est que quand on inclut ça dans une étude statistique, ça a quand même tendance un peu, à mon avis, à fausser à distordre ces statistiques. Oui, Vincent, sur la première partie, moi je rappelle que cette partie d'analyse, maître d'ouvrage public-privé, c'est vraiment une restitution interne à l'INTEC. Donc à chacun, effectivement, de se repositionner par rapport à son vécu. Voilà, après, on a fait le jeu de prendre les infos telles qu'elles nous étaient données, de voir si elles étaient complètes et de restituer cette donnée. On n'a pas apporté notre touche ou modifié les choses. Comme toute enquête statistique, ça donne des infos et à chacun ensuite de les utiliser. Sur la partie conjoncturelle, moi je trouve qu'une vertu de cette enquête et le travail des économistes, c'est un moment de donner des règles et des grilles de lecture des prix. Et si les prix et les niveaux de prix que l'on constate, vous verrez dans un article du Moniteur qui paraît là pour la fin de semaine, où effectivement Pascal Asselin, interviewé, intervient aussi en disant voilà, on a des prix aujourd'hui qui sont, je ne sais plus comment tu as conclu, mais voilà, est-ce acceptable ? On pose la question. Je pense que la parole de l'économiste est aussi attendue là-dessus, c'est-à-dire on constate qu'on a certains niveaux de prix constatés dans les marchés passés par des maîtres d'ouvrage qui deviennent difficilement acceptables ou compréhensibles, ou soutenables. Moi, j'aimais bien cette côté soutenable, c'est-à-dire que est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça peut durer ? Voilà, et je pense que là-dessus, on n'a pas de souci pour pouvoir rejoindre les préoccupations des entreprises. Je pense qu'on partage les mêmes préoccupations. Avez-vous d'autres questions ? Parce qu'il y a 2 dégustations en cours, donc ça m'arrangerait que...